auteurs ivoiriens vous font un clin d'œil et sont présents parce que je suis venue avec le président du conseil d'administration du Bureau ivoirien du droit d'auteur, qu'on vous a présenté tantôt, M. Seri Sylvain, qui est lui-même producteur d'artistes, un producteur émérite. Donc nous vous saluons, nous avons les mêmes problématiques, c'est pour ça que nous avons accepté de venir partager notre expérience ici. Nous espérons, à la fin de tout cela, que le Bureau ivoirien du droit d'auteur et le BUBEDRA vont marcher ensemble puisque nous préparons un contrat de réciprocité entre nous. Merci. Bon, je vais donc exposer le peu que je sais sur les systèmes de répartition et de perception et également sur la politique sociale que met en place le Burida. On sait. Je vais vous mettre le... Non, attendez d'abord. Je fais mon introduction d'abord. On sait que les sociétés de gestion collective, que je vais appeler les organismes de gestion collective, parce que sur le continent, plusieurs organismes de gestion collective n'ont pas la nature de société. Ce sont des bureaux, on l'a dit tout à l'heure. Il y a très peu de sociétés civiles. Et donc, j'utiliserai le mot organisme de gestion collective ou OGC pour mettre ensemble tout cela. Donc, on sait que, je dirais que tout travail mérite salaire. C'est bien le fondement de la protection que les conventions internationales dont M. Ouedraogo et Mme K vous ont parlé depuis hier et les lois nationales ont institué le système de droit d'auteur. Et donc, la gestion collective est un des moyens, sinon le meilleur moyen de réaliser ou de concrétiser la protection que les lois ont reconnue aux créateurs, aux interprètes et aux producteurs d'œuvres artistiques et littéraires. Évidemment, un artiste, un créateur peut décider de gérer lui-même son œuvre. M. Ouedraogo l'a dit, ça devient très très difficile aujourd'hui. Parce que si vous devez délivrer des autorisations, il faudrait que vous soyez capable d'être partout à la fois. Pour certaines activités, effectivement, vous pouvez mettre en place, vous pouvez, faire jouer votre droit exclusif en disant exactement la manière dont vous voulez que l'œuvre soit utilisée et vous pouvez le faire de façon personnelle. Par exemple, un producteur d'œuvres audiovisuelles peut choisir en général de quelle manière il veut que l'œuvre soit diffusée. C'est donc lui qui va négocier avec les diffuseurs, les directeurs de salles, n'est-ce pas, les conditions de la diffusion du film qu'il a produit. Mais un auteur d'œuvre musicale est loin de pouvoir faire la même chose. Et c'est la raison pour laquelle il vient confier son sort, ses œuvres, à une société, à un organisme de gestion collective. Mais il conserve l'une des prérogatives importantes que les lois lui reconnaissent, le droit moral, il le conserve pour lui, c'est lui seul qui est capable de le faire. Il vient donc confier à l'organisme de gestion collective son droit patrimonial, c'est-à-dire l'exercice de la possibilité d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de son œuvre. Et lorsque la société reçoit donc ce pouvoir de l'artiste, soit par un mandat exclusif, soit par une cession, un apport cession, ça dépend des textes de la société, la seule et véritable obligation que cet organisme de gestion collective a, c'est de négocier donc les conditions d'utilisation de l'œuvre. Ici, en Afrique, on aura l'occasion d'en parler dans la seconde partie de mon intervention. Les auteurs, les interprètes ou les producteurs ont toujours l'impression, oublient toujours ce contrat-là qui les lie à l'organisme de gestion collective. Dès qu'ils viennent s'inscrire, ils ont l'impression que tous leurs problèmes doivent être résolus par l'organisme de gestion collective. Je perds un parent, je cours vers la société. Je suis malade, je cours vers la société. Or, le mandat qu'on a donné à la société, c'est bien écrit dans l'acte d'adhésion.
donner les autorisations à ceux qui veulent utiliser mes œuvres, négocier les conditions financières, y compris, et reverser moi, n'est-ce pas, ce que vous aurez obtenu de l'utilisateur. Ce qui fait quoi? La conséquence, c'est quoi? Si les œuvres ne sont pas utilisées, il n'y a point de redevance ou de montant à vous payer. Et donc, on ne peut pas en vouloir à la société de n'avoir pas d'argent, de recevoir aucune somme à chaque répartition. Si les œuvres ne sont pas utilisées, ce n'est pas la faute de la société de gestion collective. Et donc, comment nous faisons, comment nous négocions ces conditions d'utilisation? Quels sont les systèmes de répartition? On ne peut pas aller dans le détail compte tenu du temps, mais je vais vous dire globalement. Et surtout, quelles sont les difficultés que nous rencontrons, nous surtout, organismes de gestion collective en Afrique? Avec aujourd'hui les nouvelles technologies, les défis sont nombreux qui s'opposent à nous, puisque les utilisateurs ont 1000 moyens d'accéder à l'œuvre sans passer par l'autorisation qui est exigée. Comment nous faisons pour les contraindre à passer à venir vers nous pour obtenir cette autorisation? Il ne s'agit pas de donner l'autorisation, il faut avoir les moyens de contraindre l'utilisateur à payer effectivement, hein, puisque les autorisations elles sont données rarement gratuitement, puisque l'auteur doit vivre, à les contraindre à nous payer. Ensuite, quels sont les systèmes de répartition? C'est assez complexe, la société doit avoir les moyens de répartir à chacun ce à quoi il a droit, et non pas répartir les sommes aux plus brillants ou à ceux qui les influencent. C'est le défi également, ou à ceux qui ont trop de problèmes, c'est également le défi des sociétés de gestion, des organismes de gestion collective. Je vais donc poser un peu les jalons, et puis après on pourra en discuter. Vous pourrez peut-être même nous faire des suggestions, parce qu'on ne détient pas la science infuse, et parfois en vous écoutant, on trouve des pistes de solutions. Nous en avons, j'ai des exemples clairs du fait que des discussions avec les ayants droit nous ont permis de voir un peu, d'améliorer notre système de répartition notamment. Ensuite, c'est vrai que chacun vient s'inscrire dans une société de gestion collective, comme on s'inscrit, comme on va confier ses maisons à une agence immobilière, il n'y a pas de solidarité entre celui qui a construit sa maison à la présidence ici, et puis celui qui a construit sa maison quelque part dans un quartier précaire. Les loyers ne sont pas pareils, donc la situation n'est pas pareille. On ne peut pas demander à celui qui a construit sa maison à côté de la présidence ici et qui perçoit des loyers de 2 millions par mois de s'occuper des problèmes de celui qui a construit sa maison dans un quartier précaire et qui ne perçoit que 50 000 francs ou 25 000 francs de loyer. Mais quand même, le fait d'appartenir à une même société crée quand même un petit système de solidarité. Et donc, c'est ce qui nous vaut d'avoir une politique sociale, un petit système de solidarité pour les membres de nos sociétés de gestion collective, et je vais vous en parler également globalement. Lorsque les auteurs viennent s'inscrire dans une société de gestion collective, c'est parce qu'ils espèrent que leur œuvre, n'est-ce pas, va leur rapporter de quoi assurer la pérennité de la création. C'est-à-dire un auteur qui a assuré que chaque 3 mois, la société, l'organisme de gestion collective lui verse quelque chose, sera plus tranquille, aura l'esprit plus tranquille pour être dans le studio, dans son studio, à inventer d'autres activités ou à enregistrer d'autres œuvres. Et donc, il est donc rare qu'une société de gestion collective, n'est-ce pas, accorde une autorisation d'utilisation gratuitement. C'est donc, notre activité est donc, en matière de perception, est donc de prendre des dispositions pour nous organiser afin de couvrir toutes les utilisations des œuvres et enregistrements de notre répertoire. Notre répertoire, évidemment, ça veut dire toutes les œuvres, tous les enregistrements qui appartiennent à nos membres. Mais ici, souvent en Afrique, certaines œuvres ne nous sont pas confiées par leurs auteurs parce que souvent dans nos législations, le domaine public, surtout en Afrique, est également soumis à une autorisation.
Les œuvres qui sont tombées dans le domaine public, c'est-à-dire on vous a dit que les œuvres, M. Ouedraogo a dû vous dire que les œuvres sont couvertes pendant un certain nombre d'années. Après la mort de leur auteur ou après un certain nombre d'années pour les enregistrements, lorsque les titulaires de droits voisins ne sont plus. Et donc, parfois, ici en Afrique, certains répertoires nous sont confiés d'emblée par la loi. L'auteur n'a pas besoin, n'est pas inscrit au Burida, à la société de gestion collective, mais la société de gestion collective, de par la loi, a compétence pour gérer les œuvres. Et donc, notre répertoire va au-delà des œuvres ou des enregistrements de nos sociétaires. Je ne sais pas si c'est la même chose également au Bénin, sûrement M. Aopa le dira. Souvent, les œuvres traditionnelles également nous sont confiées. Et donc, couvrir toutes les utilisations de notre répertoire. La première stratégie, c'est comment, on se posait la question, comment faire pour qu'aucune utilisation ne nous échappe. Cela, on le fait, on définit donc une politique d'ensemble de recouvrement. On travaille de concert avec la direction juridique de notre structure, n'est-ce pas, pour nous préparer tous les types de contrats avec tout type d'utilisateurs, et les contrats les plus difficiles en ce sens-là sont les contrats avec les plateformes de téléchargement ou de streaming, c'est-à-dire ceux qui mettent à disposition des musiques ou des films à écouter ou à télécharger. Les contrats sont extrêmement difficiles avec ce type d'utilisateurs. Les contrats sont également difficiles avec les entités étatiques qui sont très très résistantes aux droits d'auteur. Comme on ne pourrait pas le penser, parce qu'on pourrait penser que l'État étant garant de la mise en œuvre de toutes les lois qu'il se donne, l'État sera le premier à respecter les droits d'auteur, mais ce n'est pas toujours le cas et c'est même souvent le plus mauvais élève. Ensuite, les contrats avec les radiodiffuseurs. On sait également que les radiodiffuseurs sont une catégorie, une entité qui exploite abondamment dans leur programme les œuvres qui nous sont confiées, la musique, les films, les sketchs, tout cela font partie des programmes diffusés par les radiodiffuseurs. Mais ces personnes, ces entités sont également très réfractaires au respect des droits d'auteur parce que leur argument de base est que sans eux, les œuvres ne seraient pas connues. Et donc, c'est plutôt aux auteurs de leur verser quelque chose pour la promotion qu'ils font de leur répertoire, ou alors que ce sont les auteurs eux-mêmes ou les titulaires de droits eux-mêmes qui viennent les supplier de diffuser leurs œuvres. Et donc, en ce sens-là, c'est plutôt ces organismes qui devraient réclamer aux auteurs des redevances et non le contraire. Bon, c'est un débat auquel vous-même, vous pourrez peut-être apporter des solutions. Ensuite, lorsque nous réussissons à avoir les contrats, la troisième chose, c'est, d'abord, la première des choses, c'est donc identifier, avoir une politique efficace d'identification de tous les utilisateurs, mettre en place tous les contrats, toutes les formes d'autorisation écrite, d'utilisation écrite du répertoire. Ensuite, mettre en place tous les systèmes de recouvrement. Qui dit efficacité du recouvrement dit déjà succès. Parce que si vous passez des contrats et qu'à la fin de l'année, vous n'avez rien perçu, autant dire que vous n'avez pas rempli votre mandat ou votre mission. Ensuite, lorsqu'on a collecté les montants, il faudra s'assurer de mettre en place un système efficace d'information sur les œuvres effectivement utilisées. Parce que sans retour d'information sur les œuvres utilisées, autant dire qu'il n'y a pas de possibilité de répartition de l'argent. On ne répartit pas l'argent à la tête de l'auteur, on le répartit en fonction des œuvres qui ont été effectivement utilisées. Donc voilà un peu le challenge qui attend les sociétés de gestion collective. Sur le système de la politique, je vais un peu revenir sur l'ensemble de la politique de recouvrement. Notre
nos principes, c'est quoi d'abord? Le principe, je pense que le meilleur service de perception, c'est d'abord de commencer déjà par bâtir, élaborer des plaidoyers. Parce que quand vous élaborez des plaidoyers, vous êtes tranquille, vous n'avez pas l'utilisateur devant vous, mais vous savez exactement quel type d'argument il va sortir. Et en ce moment, avec votre service juridique et les services de perception, vous élaborez les réponses qui pourraient être apportées à l'utilisateur. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous rencontrez un utilisateur, par exemple, un des agents de recouvrement du BUBEDRA rencontre un utilisateur qui se trouve, par exemple, à Parakou, et que l'utilisateur lui sort un argument tel que mais non, moi, je suis une radio, mais je ne vais pas chercher les œuvres. Hein. Ce sont les artistes eux-mêmes qui viennent ici, qui me payent même pour que je passe leurs œuvres. Il est certain que votre agent de recouvrement n'aura pas la réponse adéquate. Il n'est pas juriste, il n'est pas, en général, d'un niveau très élevé, et il se trouve donc paralysé par cet argument-là. Alors, pour s'assurer du fait qu'on puisse toujours avoir le dessus sur l'utilisateur, il faut rédiger de petits plaidoyers pour chaque type d'utilisateur, de sorte que les percepteurs ou le service de perception ne soient pas bloqués chaque fois qu'il va sur le terrain. Par exemple, les cyber, on les appelle les cybercafés, je sais que vous en avez ici. Ils ont développé un argument disant que l'autorité des régulations d'éthique, la RTCI, leur avait dit qu'ils n'avaient pas à payer les droits d'auteur à la société de gestion collective. Pour cela, il nous fallait trouver une solution. Or, les cyber sont répandus. Et donc, c'est toujours à l'aide de ces plaidoyers-là que nous réussissons à vaincre un peu la résistance des utilisateurs. Donc, lorsque vous avez l'argumentation, il vous faut avoir un règlement de tarification. Parce qu'il ne s'agit pas de regarder le client et de lui dire « toi, tu dois payer tant ». Non, les tarifications, la loi, et la loi béninoise le dit également, la loi ivoirienne dit que normalement la redevance doit être proportionnelle aux recettes que l'utilisateur fait dans son activité. Mais vous êtes au Bénin, et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas tellement de différence. La plupart des utilisateurs, hormis par exemple des grosses entités, sont dans le domaine informel. Et nous avons très peu de possibilités d'avoir une idée réelle de leurs recettes. D'ailleurs, le système des impôts, ils sont souvent à l'impôt synthétique. C'est-à-dire que le système fiscal ne se base pas sur, effectivement, le montant de leurs recettes. C'est un forfait qu'ils payent. Et nous, si nous voulions baser toute notre tarification sur la proportionnelle, c'est-à-dire en proportion de ce que, effectivement, des recettes qu'ils font, on serait bien embêté parce qu'on ne connaîtrait pas. C'est très compliqué. Alors, la plupart du temps, nos tarifs sont des tarifs forfaitaires. Nous utilisons le système proportionnel avec les grosses entités, les radios commerciales par exemple, sont à peu près les seuls pour lesquels on applique ce système de proportionnalité. Mais il faut bâtir un système tarifaire qui soit également équitable et équilibré. Parce que dès que les tarifs sont déséquilibrés, vous vous rendez compte qu'il y a une résistance. Je donne un exemple tout simple. Je vois un restaurant, il y a une musique qui passe en fond sonore. Mais le restaurant est a beaucoup de succès et a beaucoup de clients. Vous n'allez pas fixer un tarif forfaitaire de 200 000 francs par mois à ce restaurant parce qu'il a beaucoup de clients, et puis à une boîte de nuit qui passe de la musique tout le temps, mais dont les clients sont un peu rares parce que nous sommes dans... la sécurité n'est pas bien garantie, les gens ne sortent pas le soir. Vous lui dites que vous payez 25 000 francs.
D'abord, le restaurant va faire de la résistance parce qu'il ne comprendrait pas pourquoi il paye 200 000 francs, même sans savoir que la boîte de nuit à côté paye 25 000 francs. Parce qu'en réalité, tous les clients qu'il a, ce n'est pas grâce à la musique de fond qui passe. Et donc, les tarifs, c'est pour vous dire que les tarifs sont fixés en fonction de l'utilisation de l'œuvre dans l'activité du client. Et évidemment, même quand on dit forfaitaire, il y a des critères en fonction de la capacité d'accueil, des prix qu'il fait. Il y a un certain nombre d'éléments qui interviennent dans la fixation des tarifs. Donc, nous avons un règlement tarifaire. Et le règlement tarifaire, il est super important parce que quand un client, un utilisateur veut faire de la résistance, il veut vous faire passer pour quelqu'un qui fait de l'abus de position dominante ou bien qui exagère parce qu'il est seul sur le territoire et qu'il lui faut donner une autorisation, il fait donc de l'abus. Il faut présenter un règlement de tarification et montrer que ce n'est pas une situation particulière, que vos tarifs sont très bien étudiés et fixés d'avance. Et donc, avoir un règlement de tarification, c'est important. Et puis ensuite, déployer tous les moyens qu'il faut pour percevoir, capter cet argent-là et vérifier et prendre des dispositions pour que cet argent arrive effectivement dans les caisses de la société. Dans les caisses de la société. Traditionnellement, le percepteur il va rencontrer chaque mois ou tous les 3 mois le client paye, le percepteur a des documents qu'on appelle des quittances, je pense que c'est la même chose, qui ramènent à la société et qui permettent à la société de vérifier s'il a pris vraiment ce montant, s'il y a des arriérés et tout. Et là également, il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, ce qui veut dire quoi? Si des clients sont dans des villages, il faut que vos percepteurs se déplacent jusque dans le village. Aujourd'hui, il y a des moyens modernes qui existent et nous sommes en train d'expérimenter ces moyens modernes. Aujourd'hui, même dans les villages les plus reculés, il y a le mobile money qui marche très bien. En tout cas, en Côte d'Ivoire, le mobile money, il va même jusque dans les campements. Nous sommes en train d'asseoir notre système de perception sur le mobile money, c'est-à-dire l'utilisateur. Il n'est pas obligé d'attendre que le percepteur soit devant lui pour payer l'argent en espèces. Il peut, via mobile money, verser cet argent sur nos comptes. Et nous lui octroyons, pour l'encourager, des abattements s'il utilise ce mobile money. C'est comme nous utilisons également, nous encourageons également nos utilisateurs à nous payer en une seule fois. C'est-à-dire que vous avez un montant, vous connaissez le montant, et si vous nous le payez en une fois l'année, vous avez un abattement. Vous avez non seulement un abattement, mais vous avez un intéressement, d'autres avantages que la structure vous accorde, par exemple sur des grands événements culturels, elle vous fait donner des billets, elle vous accorde par exemple des rencontres avec des artistes connus. Ce sont des systèmes de marketing que nous sommes en train de mettre en place parce que le tout est de minimiser les coûts de recouvrement et d'automatiser les paiements pour avoir moins de déperdition sur les systèmes de recouvrement. Donc, c'est la perception. Mais, malgré tout cela, nous avons toujours beaucoup de résistance. Il y a des catégories professionnelles qui refusent catégoriquement, n'est-ce pas, de se mettre sous le couvert de la loi. Et comme il ne faut pas, n'est-ce pas, dans ces discussions-là, arriver à des troubles, il faut toujours partir avec des négociations. On peut évidemment les assigner en justice, mais on se dit que les procès, une fois qu'on a introduit un procès, il faut attendre l'issue pour pouvoir réagir. Or, dans les discussions, on peut toujours briser la résistance. C'est le cas des transporteurs. On sait que les transporteurs de personnes, les transports de voyageurs, utilisent beaucoup les œuvres de l'esprit aujourd'hui. Et ce secteur-là étant très syndiqué, on dit, pardon, on avait beaucoup de difficultés, mais on vient, grâce au conseil d'administration, de conclure un accord avec le plus grand syndicat des transporteurs de voyageurs, et nous pensons que bientôt nous pourrons percevoir également dans le domaine. Le domaine le plus résistant également, c'est l'État. L'État et toutes les activités publiques actuellement font beaucoup de résistance. Nous avons initié pour la première fois en 2012 le paiement par les candidats aux élections
générales, les élections présidentielles, législatives, municipales. Nous avons demandé aux candidats qui utilisaient les œuvres de notre répertoire de se mettre à jour et d'obtenir l'autorisation, puisque ce n'était pas un domaine d'exception du droit d'auteur. Effectivement, nous avons eu quelques-uns qui ont payé, mais la majorité, même de ceux qui sollicitaient un siège à l'Assemblée nationale, n'ont pas respecté cette autorisation. Évidemment, lorsqu'ils sont élus, ils sont couverts par l'immunité. Lorsqu'ils ne sont pas élus, bon, on avait la possibilité de les poursuivre, mais nous sommes dit que nous allons continuer de les sensibiliser. Même ceux qui ont participé aux élections présidentielles, il n'y en a que 2 qui nous ont payé, 3 qui nous ont payé, mais les autres candidats, malgré l'appui que l'État leur a fait, en leur offrant un certain pécule, un montant de pécule pour battre leur campagne, n'ont pas accepté de respecter cette obligation légale. Certaines corporations comme les pharmaciens par exemple également sont très réfractaires parce que dans les pharmacies il y a des télévisions souvent, mais nous sommes toujours en discussion avec cette catégorie-là, mais surtout c'est les radiodiffuseurs qui nous créent un problème important. C'est vrai, la télévision nationale, la radio-télévision nationale est le plus gros contributeur du Burida puisque son contrat, n'est-ce pas, au forfait refusant que nous adossions notre paiement sur la proportionnelle, sur ses recettes, accepte chaque année d'augmenter le montant du forfait. Il est parti de 80 millions, et de 40 millions à l'époque, en 2006, est arrivé à 80 millions dans les années 2011. Aujourd'hui, ils sont à 300 millions et je crois que cette année, nous allons passer à 500 millions de francs s'il ne veut pas la proportionnelle. C'est le plus gros contributeur, mais à côté de cela, les radios commerciales payent également suffisamment sur un mode de forfait. Je crois que la radio qui payait après la radio-télévision ivoirienne, c'était je crois la radio de l'UNUCI qui nous versait au moins 30 millions de francs par an. Elle vient de cesser ses activités, elle a été reprise, en fait sa fréquence a été reprise par un opérateur local et c'est certain qu'on n'aura pas le même montant. Mais les autres radios commerciales également payent suffisamment, mais les radios communautaires ont un vrai problème et elles se sont mises dans un syndicat et elles font également la résistance. Nous avons choisi la voie de la médiation pour régler ce problème. Nous avons saisi donc le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle pour jouer le médiateur entre ces radios-là et nous espérons que ces 136 radios vont bientôt rentrer dans la légalité. Voilà un peu ce que je veux dire. Mais pour être plus efficace, nous avons en 2012 choisi la voie de la décentralisation. C'est-à-dire qu'une société peut centraliser ses opérations de perception, mais elle peut la décentraliser. Nous les avons décentralisées à moitié depuis fort longtemps, puisque nous avons des représentations à l'intérieur du pays. Mais ce que nous avons fait au sortir de la crise de 2011, nous avons remarqué qu'à l'intérieur du pays, il n'y avait pas grand-chose. La crise ivoirienne qui avait mis un certain nombre d'années avait vraiment appauvri, asséché l'intérieur du pays. Et que toutes les activités se concentraient à Abidjan. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donc à Abidjan ouvert ce que nous avons appelé des bureaux urbains. Donc au cœur des quartiers, nous avons une représentation à qui nous confions un certain secteur. Déjà, ça nous permettait de nous rapprocher de nos clients et en étant au cœur du quartier, ils avaient donc aucune utilisation ne pouvait leur échapper. On a également mis en place des systèmes qui eux-mêmes les récompensent en fonction de leur performance. Nous avons mis à leur disposition également d'énormes moyens. Ils ont des véhicules, ils ont vraiment beaucoup de trucs. Et puis le service juridique est constamment avec le service de perception. C'est comme ça que nous avons pu augmenter les perceptions. Et vraiment, si l'État de Côte d'Ivoire lui-même se mettait également à respecter le droit d'auteur, je pense que nos perceptions pourraient passer facilement à 5 milliards de francs sans la copie privée. L'État, non, nous comptons sur l'État et sur les transports
le domaine du transport public pour augmenter cette redevance-là. Mais surtout, nos performances aussi, ce n'est pas simplement les utilisateurs permanents. Les utilisateurs occasionnels sont un secteur très très productif. C'est-à-dire les concerts, les activités ponctuelles rapportent énormément d'argent pour peu qu'on surveille exactement, parce que ce service-là doit être en permanence, le week-end, la nuit, le jour, sur le terrain, pour éviter que les conférenciers, c'est-à-dire les conférences, toutes les activités ponctuelles comme ça, se passent sans délivrance d'autorisation. Ça aussi, c'est une activité très importante. Et puis les sociétés de téléphonie, hein, pour leurs activités de promotion, sont déjà au contrat avec nous, et puis pour leurs activités de téléchargement ou de diffusion de musique ou de ringback-tone sont également couvertes avec des contrats. Voilà un peu. Hein. Voilà, le portefeuille, par exemple, est passé de 5 000 clients à peu près en 2012, avant la décentralisation totale, à près de 15 000 clients en fin 2015. En fin 2015, donc il y a déjà 2 ans. Je n'ai pas les statistiques des années passées. Et je vous ai dit que nous sommes en train de mettre en place une nouvelle stratégie. Donc, les utilisateurs doivent adhérer à des offres de paiement automatique. On est en train de construire donc un système de paiement automatique et on a mis en place le système, un mécanisme d'intéressement pour tous les agents et l'instauration également d'un mécanisme d'évaluation personnelle de chaque agent. Et donc nous espérons qu'avec tous ces moyens-là, notre perception va atteindre les objectifs que nous avons fixés, c'est-à-dire être à plus de 3 milliards de francs cette année 2017. Bon, évidemment, hein, comme dans toute activité, on rencontre beaucoup de difficultés, je vous en ai parlé, c'est la résistance aux droits d'auteur. Et comme les procès ne peuvent pas donner immédiatement les résultats ou bien les buts que nous poursuivons, parce que le droit d'auteur est assez méconnu dans nos pays, vous saisissez le juge, vous allez perdre beaucoup de temps avant que la décision n'intervienne, et ce n'est pas évident que la décision aille dans le sens que vous souhaitez. Nous privilégions vraiment beaucoup la médiation et le dialogue, surtout très souvent avec les groupements professionnels pour arriver. Et nous n'hésitons pas à mettre en face avec nous les auteurs eux-mêmes, parce que quand ils sont avec nous, je pense que le plaidoyer est plus entendu et mieux entendu par les utilisateurs que quand nous sommes tout seuls. Et donc, j'ai oublié de signaler qu'en plus du droit d'auteur, nous avons également, depuis 2013, mis à la charge des utilisateurs le paiement de la rémunération équitable. Là-bas, ce n'est pas une autorisation, M. Ouedraogo vous l'a dit tout à l'heure, puisque la loi autorise, à partir du moment où un phonogramme a été mis dans le commerce, la loi autorise leur diffusion sans demande d'autorisation. Mais il faut que l'utilisateur nous paye la redevance. Cette redevance s'appelle la rémunération équitable. Et là, c'est devenu très très compliqué parce que l'utilisateur dit, mais ils ont augmenté les montants. Nous disons non, le droit d'auteur est toujours pareil. Mais à côté des auteurs, il y a une autre catégorie qui est venue. Ceux qui jouent de la musique et ceux qui les produisent, ils ont besoin également de vivre. Et donc ça, ils ont du mal à comprendre cela. Mais bon, nous sommes en discussion. D'ailleurs, en janvier, ils ont bloqué tous les paiements, y compris du droit d'auteur. Et ils ont emmené tous les autres à ne pas payer. Nous avons eu beaucoup de difficultés, nous les avons rencontrés et nous avons repoussé le paiement de la rémunération équitable en même temps que du droit d'auteur en juin. Et donc en juin, nous devrons pouvoir prendre les deux. Parce que si vous payez par exemple comme droit d'auteur 10 000 francs, nous vous ajoutons un tiers des 10 000 francs, je ne sais pas combien ça fait un tiers, je ne suis pas forte en calcul. Hein? Ça fait combien? 3 000 francs. Donc nous ajoutons, donc vous devez payer 13 000. Eux, ils disent c'est la même chose. Et l'argument fétiche, c'est que s'il y a deux sociétés, les deux sociétés, l'autre société ne prendra pas 3 000. S'il y a une société de droit voisin, elle ne prendra pas 3 000. Parce que 3 000 francs, ça ne peut pas lui assurer une survie pour ses frais de gestion. Et donc, c'est important que nous soyons... Ils ont déjà la chance que les deux catégories sont ensemble dans une société, ça minimise les coûts. C'est pour ça que nous nous permettons de prendre un tiers. Et que nous leur disons que sans ces artistes interprètes et sans ces producteurs, il n'y aurait pas de musique.
il n'y aurait même pas d'œuvre. Voilà. En gros, c'est ça. Maintenant, lorsque nous avons pris cet argent, il nous faut le répartir. Et ça, c'est une activité qui n'est pas facile. Pendant longtemps, le Burida, ça c'est la répartition. Voilà. Pendant longtemps, le Burida s'est contenté, comme toutes les sociétés de gestion collective, peut-être d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique, hein, la première des choses, c'était répartir les droits de reproduction mécanique. Et donc, une fois que nous avons pris cet argent-là, il est dans nos caisses. Il faut passer à la répartition. Il y a plusieurs types de répartition. Je suis persuadé que ceux qui sont musiciens, en fait ceux qui sont créateurs d'œuvres de musique, ont déjà perçu du Bébédra ici des répartitions qu'on appelle droits de reproduction mécanique. C'est simple, c'est la première répartition, c'est une répartition d'œuvre à œuvre. On est venu, votre producteur, le producteur a donné l'autorisation à un fabricant ou à un distributeur de venir multiplier, reproduire votre œuvre en 100, 200, 10 000 exemplaires. Il vient, il demande l'autorisation au bureau béninois du droit d'auteur et pour 1000 CD, il y a un montant à payer. On appelle cela le montant, le droit de reproduction mécanique, c'est-à-dire un droit sur chaque reproduction, sur chaque exemplaire. Ce droit-là, lorsqu'on l'a payé, il y a, par exemple, si c'est 250 francs chaque reproduction, si le DRM est fixé à 250 francs, le distributeur ou celui qui vient à la société pour vous paye les 250 francs sur chaque exemplaire. Ça fait, pour 1000, ça fait combien? 250 000. Et donc, lorsque la société prend ses frais de gestion, qui sont en général à 15%, le reste appartient à l'auteur de l'œuvre. Évidemment, il n'est pas seul, ils sont plusieurs auteurs. Il y a l'arrangeur, l'éditeur, le compositeur, et tout ça, tous ceux qui ont la catégorie auteur ont des pourcentages qui se sont eux-mêmes accordés et qui se trouvent dans la base documentaire du Bubédra. Et donc, en fonction des pourcentages qui se sont accordés et de leur rôle dans l'œuvre, on leur répartit cet argent-là. Cet argent est le plus facile à répartir. L'auteur peut contrôler rapidement le nombre de reproductions qu'on a faites pour lui. Et en fonction de ça, il contrôle l'argent qu'on lui a versé. Et ça, c'est très simple. Il n'y a pas de discussion. Presque toutes les sociétés d'Afrique savent le faire. Là où il y a vraiment la difficulté, c'est la répartition des redevances prises sur le terrain en matière de diffusion. Et là, ce n'est plus œuvre par œuvre, ce sont des répartitions qui sont fondées, qui sont basées sur, qui sont collectives, on peut dire, qui sont collectives. Et les systèmes sont très complexes. Et évidemment, ça... chez nous, en tout cas dans chacune des sociétés de gestion collective, il y a des directions de la répartition. Chez nous, ce service-là, cette direction-là a deux services. Le service de gestion des programmes et le service de la répartition proprement dite. Donc, lorsque nous avons perçu les sommes, il nous faut rapidement savoir, d'abord identifier bien les sommes payées par les utilisateurs et ensuite les programmes, avoir les programmes. Mais la délivrance des programmes est un parcours de combattant. L'utilisateur qui vous paye vous dit carrément que lui n'a pas le temps et lui, c'est même pas ce qu'il a joué. Et donc, c'est à vous de mettre en place des systèmes pour récupérer dans son ordinateur ou dans ses CD qu'il a, ce qu'il a joué tout au long de l'année ou tout au long du mois. Vous comprenez que c'est une activité qui est difficile.
Quand vous demandez à vos percepteurs, chaque fois que l'utilisateur vous paye, il doit vous remettre un relevé. Il dit que lui, il n'a pas le temps parce que l'utilisateur dit qu'il n'a pas le relevé et que c'est à lui, percepteur, d'établir le relevé en fonction des œuvres que l'utilisateur a dans son disque dur, ce qui est une activité complètement difficile. Et même au niveau des radios, des organismes de radio, l'organisme de radio vous paye. Pour vous remettre les relevés de programme, il vous demande de mettre quelqu'un en son sein pour relever les œuvres qui passent dans ces programmes. C'est une activité extrêmement compliquée. Or, sans relevé de programme, on ne peut pas répartir cet argent. Bon, nous sommes allés à Londa en 2012 pour voir ce qu'ils avaient. Ils avaient donc un système de pige qui captait automatiquement les diffusions de certaines radios. C'est ça, je pense. Une station de veille qu'il appelle. Donc, nous étions tentés de construire une station de veille. Et puis, je signale quand même que la non-remise de programme est une infraction, est une contrefaçon dans la loi de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui paye et qui ne remet pas les programmes peut être poursuivi sur la base de la contrefaçon. C'est ce que notre loi 2016 dit. Il y a un article qui le condamne. Donc, on a la possibilité d'envoyer un utilisateur devant les tribunaux pour cela. Mais nous ne le faisons pas. Parce que, en attendant le procès, l'argent est là et l'artiste n'a rien. Nous préférons donc aller trouver l'utilisateur et lui demander de nous mettre les moyens pour que nous fassions ce travail. Donc, le service des programmes, au moment, dans les préparatifs de la répartition des sommes des droits généraux, a peut-être pendant 2 mois sillonne un certain nombre d'utilisateurs qu'on a échantillonnés, c'est-à-dire on fait un échantillonnage pour sélectionner les utilisateurs auprès desquels nous allons récupérer les programmes, et pendant 2 mois, nuit et jour, ils sillonnent ces personnes-là pour récupérer les programmes, les établir eux-mêmes. Évidemment, ça crée toujours des discussions avec les artistes qui ne comprennent pas le système d'échantillonnage et qui viennent se plaindre de ce qu'ils ont entendu, que leur musique est très jouée et n'ont pas vu leur nom sur les listes de répartition. Donc chacun d'eux est une personne, est un auteur à succès. Moi, des fois, l'artiste est devant moi, je ne le connais même pas, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a chanté, mais il me dit qu'il est très connu et son œuvre a du succès et qu'il ne retrouve pas son nom sur les listes électorales. Toujours défendu par leur PCA. Alors, pour couper court à tout ça, mais en fait, en réalité, l'artiste ne comprend pas que pour les droits généraux, et il faut que vous le dites, dans les droits généraux, ce n'est pas parce que vous avez entendu votre œuvre une fois, quelque part chez un utilisateur, que votre nom doit se retrouver dans le système, dans la répartition. Ce ne sont pas des systèmes œuvre à œuvre. Si c'est une séance occasionnelle, c'est-à-dire c'est un concert, évidemment, toutes les œuvres qui ont été jouées au concert seront rémunérées lors de la répartition payée par l'organisateur du spectacle. C'est une répartition œuvre par œuvre. Mais lorsque c'est l'argent payé par un utilisateur, n'est-ce pas, tel qu'un restaurant, une radio, une boîte de nuit, on ne peut pas se permettre, d'ailleurs ce montant que les gens payent ne permet pas qu'on puisse traiter toutes les informations qu'elles nous ramèneraient sur ce qu'elles ont utilisé. Imaginez par exemple un restaurant qui vous paye 5 000 ou 10 000 francs par mois. À la fin de l'année, ça fait 120 000 francs. Mais s'il doit vous remettre, n'est-ce pas, la liste chaque mois, toutes les listes des œuvres qu'il utilise, vous aurez d'abord à les saisir, à les traiter pour retrouver, rechercher pour retrouver les auteurs, puisque effectivement, il faut chercher, c'est un travail qui va dépasser 120 000 francs. On n'aura plus rien à répartir à l'artiste. C'est pour ça que dans tous les systèmes du monde, ce type de redevance n'est pas payé à l'œuvre près. Il y a des systèmes. Il y a certains qui prennent un système d'analogie, c'est-à-dire on se dit que tout ce qui a été récupéré dans ce type d'établissement sera payé en fonction des programmes donnés par la radio-télévision nationale. En ce moment, on ne va pas prendre des programmes. Les programmes donnés par la radio-télévision nationale
on les utilise pour payer la redevance de la radio-télévision nationale et on les utilise également pour payer ces redevances qu'on a prises sur le terrain. C'est un système d'analogie. Mais vous conviendrez avec moi que ce qu'on joue à la télévision, ce n'est pas ce qu'on joue dans les boîtes de nuit. Voilà, donc certains auteurs seront frustrés. Et donc, on peut également aller sur un système d'échantillonnage. Le système d'échantillonnage, c'est un système scientifique. On peut se dire, le premier critère, il faut que l'utilisateur n'ait pas d'arriéré. Le deuxième critère, il faut que les utilisateurs soient répandus sur tout l'ensemble du territoire. Parce que ce qu'on joue au nord du pays n'est pas forcément le succès qu'on joue à l'ouest du pays. Ensuite, il faut que les gens auprès desquels nous récupérons, les utilisateurs auprès desquels nous récupérons les programmes représentent toutes les catégories d'activités. Il doit y avoir des boîtes de nuit, il doit y avoir des restaurants, il doit y avoir des cyber, il doit y avoir d'autres formes d'utilisation. Et donc, ça fait en sorte que le système d'échantillonnage doit représenter globalement ce qui se joue. Et en fonction de ça, nous répartissons donc les sommes d'argent. Une fois que nous avons tous ces programmes sont traités. Mais le traitement des programmes revient à quoi? À les saisir et à les matcher avec ce que nous avons dans notre documentation, c'est-à-dire les œuvres que vous avez déposées et notre documentation internationale, les œuvres du système international que nous connaissons. Ça veut dire quoi? Une société de gestion collective doit avoir ses propres œuvres, connaissance sur ses propres œuvres, mais sur les œuvres de ses sociétés sœurs également. Si elle ne trouve pas, si on joue par exemple une œuvre d'Alpha Blondy au Bénin, la société béninoise n'a pas l'œuvre d'Alpha Blondy dans sa documentation, parce qu'Alpha Blondy n'est pas membre. Mais la société béninoise doit se donner les moyens d'avoir les informations sur l'œuvre d'Alpha Blondy, qui est l'auteur, le compositeur, le producteur, s'il gère les droits voisins, l'éditeur et tout. Il doit se donner les moyens. Et ces moyens-là, c'est quoi? À côté de sa base, de son répertoire national, il doit avoir un répertoire international. Ou alors, il doit se référer, comme l'a dit M. Simon, au système d'information commun qu'a mis en place la CISAC, c'est-à-dire aller par exemple dans les bases de données internationales où les œuvres sont et où les informations sont, les importer dans sa propre documentation pour que la répartition de l'argent revenant à l'œuvre d'Alpha Blondy soit faite. Voyez-vous? Donc, les informations sur les œuvres vont partir à la documentation. Donc, on va avoir la liste des œuvres que les utilisateurs nous ont données. On va avoir celles qui ont les informations dans notre documentation. Ensuite, la comptabilité va donner les montants payés. Et sur ces montants payés, la première forme de répartition, c'est d'abord répartir l'argent sur chaque œuvre. On a donné 100 millions de francs. On a 50 œuvres. 50 œuvres. On va répartir ces 100 millions sur les 50 œuvres en fonction d'autres critères. L'œuvre peut être passée 10 fois, 4 fois. Elle a duré peut-être, on l'a passée pendant un certain temps. Mais en tout cas, ces montants seront répartis en fonction de notre règlement de répartition sur chacune des œuvres, de ces 50 œuvres. Une œuvre peut avoir 20 000, une autre 30 000, une autre 10 000, une autre 5 000. Maintenant, ça c'est la première répartition. Une fois que l'argent est sur l'œuvre, il faut maintenant aller à l'intérieur de l'œuvre pour savoir qui sont les ayants droit. Donc les 20 000 francs qu'on a reconnus à une œuvre vont être désormais répartis maintenant en fonction du pourcentage sur tous les ayants droit de cette œuvre-là. Donc il y a deux, il y a la répartition par œuvre et la répartition par ayant droit. Donc ces deux choses-là sont faites à l'aide de logiciels que la société doit avoir. Il y a des logiciels qui nous sont fournis par l'OMPI que Simon connaît bien, Wipocos, qui permet à des sociétés qui n'ont pas développé leur propre logiciel de répartir, et certaines sociétés développent leur propre logiciel. En ce sens-là, le Burida utilise WIPO Perform pour les droits voisins, mais utilise ses propres logiciels en matière de droits d'auteur, de répartition de droits d'auteur. Et donc, les perceptions donc individuelles, c'est ce qu'on a sur les CD et les DVD. Les perceptions collectives, c'est ce qu'on réalise auprès des médias. Même auprès des médias, les radios. Il y a des radios qui payent de petites redevances. Elles ne vont pas nous donner tout leur programme pour répartir. Alors, nous les mettons ensemble
C'est-à-dire que les radios religieuses peuvent être regroupées. Les radios communautaires, c'est pareil, mais les radios qui payent des sommes importantes, les répartitions sont faites sur les programmes de ces radios-là. Les séances occasionnelles sont les maquis. Donc, on a un système de répartition qui est, voilà, les étapes, je vous en ai parlé, les répartitions par œuvre, les répartitions par ayant droit, c'est montant brut là, mais évidemment, hein, si l'utilisateur paye 100 millions, on enlève d'abord nos frais de gestion, on enlève tous les engagements, parce que des fois les sociétaires ont dit de leur retenir quelques sommes pour participer au fonds commun de solidarité. C'est quand on a enlevé tout ça que le reste est réparti. Hein. Voilà. Globalement, voilà, la retraite chez nous, c'était 8,9%, mais c'est devenu 10%. Et 10%, ce n'est plus 8,9%. On a l'impôt général sur le revenu parce que les artistes sont soumis aux impôts. On leur enlève tout ça avant que on ne revienne, voilà, globalement. Hein. Voilà, la collecte des programmes, on va à la documentation, on intègre tout ça. Voilà un peu, il y a les DRM, il y a les bars, il y a les radios, il y a les séances occasionnelles. On collecte tout ça, on traite les programmes, on les met en accord avec la documentation. Bon, ça me donne un peu, pendant que ça passe, l'occasion de vous parler d'un gros problème. C'est le fait que les sociétés africaines, par exemple, l'œuvre d'Alpha Blondy, elle est plus susceptible d'être jouée ici au Bénin, au Sénégal, au Togo, au Burkina, qu'au Danemark. Mais entre les sociétés africaines, nous n'avons pas une base de données où chacune, n'est-ce pas, va voir les informations sur le répertoire de l'autre. Nous ne partageons pas de système commun. Alors que, ailleurs, les grands groupes régionaux ont ce système-là. Si moi, je vais sur Internet, si je ne vais pas sur Internet, pour voir que cette œuvre-là appartient, par exemple, c'est un Béninois qui l'a créé, je me dis, bon, peut-être qu'il est sûrement au bureau béninois du droit d'auteur. Mais là, il faut encore que je contacte le bureau pour que j'ai les informations. Alors que si nous avions ensemble une base de données dans laquelle chacune met son répertoire, ce serait facile pour nous. On entend une œuvre, elle est dans nos programmes, on ira sur cette base de données-là pour récupérer les informations et répartir l'argent. Or, si nous n'avons pas d'informations, généralement, l'œuvre est considérée comme inconnue et l'argent inconnu, au bout de 3 ans, chez nous, ça passe dans les caisses sociales. Et donc, les sociétés africaines ont décidé de construire cette base de données-là. Mais ça fait longtemps, depuis 2002 déjà, M. Ouedraogo avait appelé notre attention et nous avait même mis sur la voie pour construire cette base de données. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à la construire. C'est un de nos projets au sein du comité africain. Elle demande beaucoup d'argent. Hein. Nous avons demandé à l'Afrique du Sud, à la SAMRO, hein, de nous aider. Elle a peut-être développé quelque chose, mais il nous faut encore beaucoup d'argent pour arriver à la réalisation concrète de cette base de données-là. En attendant, nous avons juste un recours. Nous allons sur les bases de données mondiales. Mais ces bases-là, comme il a dit, les sociétés africaines ne mettent pas les œuvres là-bas. Parce qu'il y a un coût et il y a une technicité à avoir. Et donc, si nous n'y allons pas, nous n'avons pas de connaissances. Voilà le véritable problème. À quoi ça sert de passer un contrat de réciprocité si on ne connaît pas notre répertoire, nos répertoires respectifs? Ça ne sert à rien. Et donc, voilà un peu notre challenge, nous, en tant que société africaine. Et puis, le challenge est également grand. Si nous ne contribuons pas aux bases de données internationales, toutes nos œuvres qui passent en Europe, les sociétés européennes ne vont pas se décarcasser pour aller chercher d'où vient l'œuvre. Si ce n'est pas, elles vont dans la base, dans le système, elles utilisent le système mis en place par la CISAC. Si elles ne trouvent pas l'œuvre, elles considèrent ça comme une œuvre inconnue et l'argent est perdu. Voilà véritablement le problème. Et puis, je l'évoquais hier dans un colloque, en réalité, les sociétés africaines n'ont pas beaucoup de contrats de réciprocité entre elles. Ce qui s'est passé, c'est que quand nous avons créé nos sociétés dans nos États, nous avions
un contrat avec la SACEM. Chacune de nos sociétés a un contrat de réciprocité avec la SACEM. Et c'est la SACEM, la Société française de musique, qui représente le répertoire béninois auprès des sociétés africaines où le Bénin n'a pas de contrat de réciprocité. Ça veut dire que si on joue l'œuvre d'un Béninois en Côte d'Ivoire, moi je prends l'argent, j'envoie à la SACEM. Et c'est la SACEM qui payera le bureau béninois du droit d'auteur. C'est comme ça que ça se passe, oui. Oui. Et donc c'est pour ça que nous encourageons les sociétés africaines à avoir des contrats entre elles et à mettre en place un système qui fasse qu'elles partagent un répertoire et que l'argent de leurs membres ne se perde pas. Voilà, en matière de répartition, le challenge. Nous devons lutter pour qu'aucune activité ne soit en dehors des perceptions, des autorisations, et nous devons lutter pour qu'aucune somme d'argent ne soit perdue pour nos membres. Voilà réellement, globalement, les défis qui se posent à nous. Merci. Maintenant, comme on me dit également de parler du système social, je vais en parler en 2 mots. En 2 mots, j'ai dit qu'en principe, chacun vient à la gestion collective pour faire gérer ses propres droits. Il n'a rien à voir avec l'autre qui s'est également inscrit. Mais vous savez que dans nos États, il n'y a pas en général de système social adapté aux métiers indépendants. En dehors de ceux qui sont salariés, vous savez que notre système social étatique ne prend pas en compte souvent les gens qui font des métiers indépendants comme les artistes. Et donc, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas un système de retraite qui est mis en place, ils n'ont pas des systèmes de cotisation pour ceux qui les emploient. Et donc, en dehors de leur cachet et des droits d'auteur ou des redevances que leur versent les sociétés de gestion collective, ils n'ont rien. Et quand vient la maladie ou bien la vieillesse, ils se retrouvent vraiment comme des personnes laissées à elles-mêmes. Et donc, très tôt, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs, la CISAC, a demandé à ses membres, à ces sociétés, de mettre en place des systèmes de solidarité. C'est ainsi que, par exemple, au Burida, depuis 1994, il y a un système de retraite qui est obligatoire pour tous ses membres. Lorsque vous adhérez à la société et que vous percevez une redevance en matière de droits généraux, là, les redevances prises sur le terrain pour la diffusion, on vous retient 8,9%. Et cette retenue-là va alimenter la caisse de retraite. Lorsque vous atteignez un certain âge, on calcule votre contribution à cette caisse de retraite et on vous verse des pensions de retraite. Ensuite, dans la loi sur le droit d'auteur depuis 1996, depuis la première loi en 1978, je crois, les redevances perçues sur les œuvres qui sont tombées dans le domaine public. Une œuvre de Beethoven, par exemple. Beethoven est mort depuis plus de 70 ans. Donc, son œuvre, selon la législation de son pays, n'est plus protégée par le droit d'auteur. Mais dans les législations africaines, ce domaine-là donne lieu toujours à un paiement, à une autorisation de la société de gestion collective, même si le montant à payer, le tarif est de moitié, ce que devrait être le tarif lorsque l'œuvre est toujours protégée. Et ces redevances-là viennent alimenter, selon un article de notre loi, la caisse, une caisse, un fonds qu'on appelle fonds social. C'est pour aider les artistes qui sont dans une précarité donnée. Donc, il y a donc ce fonds-là qui vient l'alimenter. Mais les artistes eux-mêmes ont décidé en Assemblée générale également que lorsqu'ils perçoivent des droits de reproduction mécanique, le Burida doit leur retenir un certain montant pour alimenter un fonds qu'ils appellent le Fonds d'action culturelle pour les aider à créer des œuvres. Ça fait donc 3 fonds que nous alimentons et qui servent donc à travailler, à faire le social, à aider à la création et à leur servir une pension de retraite. Mais ces fonds-là, leur gestion était un peu laissée à volo.
Ce qui crée beaucoup de difficultés puisque si la gestion n'est pas rigoureuse et n'est pas réglementée, ça donne lieu à des conflits et à des abus. C'est ainsi que lors de la restructuration, le comité de restructuration s'est penché sur ces fonds-là. Le fonds de retraite a servi à peu près une centaine d'artistes depuis sa mise en œuvre. Aujourd'hui, il y a par exemple des artistes qui perçoivent depuis qu'ils ont atteint l'âge de 55 ans, des montants de retraite qu'on paye tous les trimestres jusqu'à 500 000 francs par trimestre. C'est leur fonds de retraite. Pourtant, ils continuent de travailler, puisque l'artiste n'a pas de retraite en tant que tel, tant qu'il peut se tenir debout. Il peut toujours créer, il peut toujours interpréter. 500 000, la pension de retraite ne doit pas être en dessous du SMIC. À l'époque, le SMIC était à 36 000 francs. Donc, il y en a, ça va de 36 000 à 500 et quelques mille francs que nous versons aux retraités. Mais nous avons analysé ce fonds de retraite et nous avons trouvé qu'il était... il contenait beaucoup de faiblesses. Parce que lorsque vous cotisez, que vous décédez, il n'y a rien qui est prévu pour vos ayants droit. Ça s'arrête avec la mort de l'artiste. On a trouvé également que 55 ans, c'était bien jeune. Parce que des artistes ont longue vie maintenant et on leur sert pendant trop longtemps la pension de retraite. Alors qu'à 55 ans, ils continuent de travailler. On a vu également que si le fonds de retraite doit être juste alimenté par les retenues sur les droits que les gens perçoivent, à la retraite, ils n'ont pas grand-chose. Donc, on doit faire en sorte qu'eux-mêmes puissent alimenter leur cotisation de retraite par les cachets qu'ils perçoivent lors de leurs engagements pour des spectacles et tout. Et donc, nous avons décidé que, et puis surtout, la raison principale, c'est que c'est nous qui faisons ces retenues. Nous devons tenir une comptabilité à part, ce que nous faisons théoriquement. Mais les fonds étant gardés dans nos comptes, quand nous atteignons des périodes où la structure est troublée, où la mauvaise gestion se met en place, ces fonds-là n'existent plus physiquement. Et donc c'est un danger, parce qu'il y a des artistes qui commencent leur carrière à 14 ans, s'ils ont économisé et qu'ils atteignent 55 ans et la structure n'est pas capable de leur représenter les cotisations pour leur retraite, c'est un drame. Et donc nous avons décidé de passer le fonds de retraite à une gestion privée. C'est-à-dire nous avons donc sélectionné une compagnie d'assurance. Et cette compagnie d'assurance-là gère la retraite, ce fonds de retraite. C'est-à-dire que nous continuons de collecter les fonds, nous transmettons à l'assureur et les avantages, c'est que les fonds qui sont là-bas sont rémunérés 3% chaque fin d'année, ce sont les intérêts. L'artiste, lui, peut, en dehors du Burida, aller alimenter son fonds de retraite, de sorte à avoir une bonne pension quand il atteint 65 ans. S'il décède, ce qu'il a cotisé n'est pas perdu, c'est pour ses ayants droit, les ayants droit qu'il aura désignés. Et mieux, il peut, une fois dans sa vie, demander un rachat. Le rachat, pas le rachat total, hein, c'est-à-dire une partie des fonds peuvent lui être remis quand il a un problème particulier. Je pense que ces avantages-là méritent qu'on fasse ce saut. Et donc, le fonds de retraite a été entièrement dévolu à une structure privée. Mais comme l'État de Côte d'Ivoire s'apprête à faire en sorte que la Caisse nationale de prévoyance sociale mette en place un régime spécial adapté aux métiers indépendants, si ce régime-là est plus avantageux, nous allons le reprendre à l'assureur privé pour le confier à la structure étatique. Concernant le fonds d'aide à la création, c'est une grosse bagarre parce qu'il était fondé, il était basé sur des retenues sur le droit de reproduction mécanique. Vous savez autant bien que moi qu'il n'y a plus de droit de reproduction mécanique puisque les CD ne se vendent pas. Les gens ont accès à nos œuvres en passant par autre chose. Et donc, on a changé l'assiette de ce fonds-là pour le poser sur maintenant ce que payent les radiodiffuseurs. Parce que chez moi, la libéralisation audiovisuelle a fait en sorte qu'il y a beaucoup d'opérateurs dans ce domaine. Nos fonds, nos redevances viennent principalement
et viendront principalement de ces radios et de ces télévisions-là. Donc, c'est 10% de ces redevances qui alimentent désormais le fonds d'appui à la création. Le conseil d'administration a réglementé l'accès à ce fonds. Chacun sait exactement qu'est-ce qu'il faut pour avoir accès à ce fonds. Et puis, il y a une commission constituée d'administrateurs qui gère ce fonds. Et donc, qui étudie les projets et qui donne, n'est-ce pas, les fonds pour aller réaliser les... Il y a encore beaucoup d'imperfections parce qu'on entend toujours, ils ont donné à leurs amis et ceci et cela. Bon, c'est toujours ça, mais nous sommes en train d'améliorer cela. Et puis le fonds social maintenant, le fonds social est très important parce que les artistes qui sont malades, on ne peut pas les laisser. On ne peut pas les laisser parce qu'ils vont à la télévision solliciter, n'est-ce pas, des cotisations, ce qui est une très mauvaise image. Et les gens qui ne comprennent pas disent, mais qu'est-ce que le Burida fait? Le Burida mange tout l'argent des artistes, ne les soigne pas, alors que notre métier n'est pas, notre mission n'est pas de les soigner. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place une assurance maladie, avec un courtier sur la place, un assureur sur la place. L'artiste paye un certain montant, le Burida subventionne ce montant-là, la prime, le ministère de la Culture également vient avec une subvention, et il reste à l'artiste à payer 120 000 francs sur l'année pour être couvert lui-même, son épouse et 4 enfants mineurs. Il a droit donc à 80% de prise en charge de la maladie dans les cliniques comme dans les hôpitaux publics et pour l'achat de ses médicaments. Il a droit à... Il a droit à une assurance, une indemnité accident, individuel accident, c'est-à-dire s'il fait un accident qui ne peut plus travailler, il a droit à une indemnité qui peut arriver jusqu'à 2 millions de francs. Et s'il décède, il a automatiquement 500 000 qu'on remet à une personne qui l'aura désignée. Et donc pour ces 120 000 francs cotisés. Et donc chaque fois que l'artiste vient percevoir des droits, nous lui retenons un petit montant pour constituer les 120 000 francs pour que le Burida et le ministère... Non, lui, il paye 144 000 francs. Le ministère et le Burida payent 120 000 francs. Ça fait 264 000 francs pour ces 3 choses-là. Et puis comme ça, il sera donc assuré. Et donc nous retenons une petite partie. Et quand ça atteint son montant, on le transfère à l'assurance et il est assuré. Mais malgré cela, les artistes ne veulent pas du tout qu'on leur retienne de l'argent. Et lorsque nous leur retenons de l'argent, ils écrivent noir sur blanc qu'ils renoncent à l'assurance. Parce qu'ils veulent qu'on leur remette cet argent. Mais lorsqu'ils sont malades, on les transporte sur une civière pour venir nous citer. Mieux, ils viennent me voir dans mon bureau, mais PCA. Mais si elle a donné ça à cette compagnie-là, est-ce qu'elle n'a pas pris une commission? C'est grave. Au lieu de penser à se soigner, mais il faut que j'aille voir si la DG n'a pas pris une commission, pourquoi elle a donné à cette assurance, pourquoi pas telle autre. Mais il faut regarder ça, peut-être qu'elle a pris une commission. Et donc, ils refusent de s'assurer. Et plusieurs fois, leur cas, il y a un artiste, un disc jockey, qui a fait un grave accident. Il a perdu 4 danseurs dans cet accident de route parce qu'il se rendait à Boaké pour une prestation qui était à 14 h. Il a quitté Abidjan à midi. Il était lui-même au volant et ils ont fait un accident. Il a failli lui-même mourir alors qu'il avait renoncé à l'assurance. Voyez-vous. Aujourd'hui, cette année, à cause du nombre de personnes, d'artistes qui ont vraiment, au cours de l'année passée, perdu la vie dans des accidents, dans des choses comme ça, cette année, le nombre d'inscrits à l'assurance a vraiment triplé. Et nous espérons que chacun d'eux va comprendre. Donc, voilà un peu la politique sociale, mais c'est très difficile parce qu'on a l'impression dans une société de gestion collective que les artistes, finalement, ils ne veulent pas qu'on leur répartisse l'argent. Ils veulent qu'on utilise cet argent pour le social. Mais moi, dans ce cas, on n'est plus une société de gestion collective. Si vous voulez, vous changez l'objet de la société et tout ce que nous récupérons auprès des utilisateurs, ce n'est pas, on ne répartit pas à chacun individuellement, on met ça dans les caisses sociales et on soigne tout le monde, on crée les œuvres. Il y a une autre partie, il n'y a plus de producteurs. Les producteurs hésitent, les gens hésitent à mettre de l'argent dans la production d'œuvres. Alors nous, maintenant, nous devons être producteurs de tout.
ils veulent changer notre nature. C'est les difficultés que nous rencontrons, Monsieur le Président. Et nous luttons pour rester dans notre objet social qui est de délivrer les autorisations et de payer individuellement les sociétaires de nos sociétés. Et nous espérons qu'avec la copie privée, parce que les sociétés qui gèrent les copies privées, dans la copie privée, il est dit dans la loi que 25% reviennent, n'est-ce pas, aux activités sociales et culturelles. Avec la mise en place de la copie privée, nos caisses sociales vont être plus importantes et nous allons pouvoir répondre à la demande sociale et culturelle de nos sociétés. Je vous remercie. Pardon, Monsieur le Président, 2 minutes. Je voulais juste ajouter une chose. Il est bon de percevoir beaucoup, mais si vous percevez beaucoup et que le pourcentage de répartition de ce que vous avez perçu est bas, vous êtes une société non efficace. Et donc, nous, notre premier défi, c'est de répartir presque 90%, réussir à répartir 90% de ce que nous avons perçu. En 2016, nous avons perçu 2 milliards et quelques, mais nous avons réussi quand même à répartir vraiment près d'1 milliard. J'ai à quelques millions, peut-être juste quelques centaines de mille, on a atteint presque 900 et quelques millions de répartitions effectivement effectuées. C'est un défi que nous avons relevé et qui nous met vraiment dans une situation confortable vis-à-vis de nos sociétés. Je vous remercie. Monsieur le Président, avec votre autorisation, j'ai dit tout à l'heure qu'elle est venue avec le président du conseil d'administration du Burida, qui est juste à côté de moi. Et pour ne pas gagner du temps, je voudrais solliciter votre bienveillance afin que vous autorisiez le président du conseil d'administration du Burida à placer un mot. Voilà ce que nous avons réparti. Oui, il n'y a pas de problème à cela. Mais j'espère que Mme K doit apprécier la souplesse du présidium par rapport à la gestion du temps maintenant. Que je connais, il y a Angélique Kidjo, c'est de passage ici, les Lionel Leke, les frères Wanjinou, ou bien Zenab. Vous faites un groupe de personnes que vous allez voir les gens de GSM, je vous assure que le Pubedra ne sortira pas de là-bas avec 5 millions de francs, il sortira avec bien plus. Donc il faut que vous créez une synergie autour de votre maison, il faut que vous soyez solidaires, il faut que vous travaillez la main dans la main. Parce que si vous ne l'encouragez pas, si vous ne l'encadrez pas, vous ne pouvez pas obtenir ces résultats-là dont parle le directeur général du Burida. Donc c'est important que vous travaillez la main dans la main, c'est important que vous créez une synergie, parce qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt de la collectivité qui doit primer. C'est l'intérêt de la collectivité qui doit primer, parce qu'il faut que vous fassiez en sorte qu'il y ait un gros gâteau à partager pour que chacun ait une grosse part. Mais si vous ne permettez pas à votre direction générale de travailler dans la sérénité, vous ne pouvez pas arriver à ces résultats. C'est le petit conseil que je peux vous donner en guise de contribution. C'est important d'appuyer les actions de la direction générale. C'est important que la direction générale aussi vous implique. Parce qu'il ne faut pas qu'elle fasse des choses. Elle ne devrait rien avoir à cacher. Elle devrait vous impliquer de façon régulière. Nous, chaque année, on fait l'Assemblée générale. Chaque année, on fait une AG pour faire le point de la situation, savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, pour qu'ensemble, on essaie de trouver des voies et moyens pour aller de l'avant. Donc, je voulais vous exhorter à appuyer la direction générale parce que c'est très important. Il ne faut pas que vous regardiez en chien de faïence. Je vous remercie.